Bienvenue sur le support de cours de Cross-Border Training sur le mass mailing. Alors, là, dans cette leçon, nous allons voir comment envoyer des dizaines, voire des centaines de milliers de mails depuis votre serveur ou depuis des plateformes SMTP. Donc, le premier chapitre là-dedans sera quelle technologie choisir. Il y a plein de solutions. Alors, il y a trois grandes catégories de technologies. La première est les plateformes en ligne. Donc les plateformes en ligne, la plus connue est Mailchimp. Donc Mailchimp, l'avantage de Mailchimp est qu'ils vont tout vous faire. Ils vont vous gérer le back-office, ils vont faire l'autorépondeur, ils vont vous envoyer les emails, ils vont gérer les SMTP, je ne sais pas s'ils fonctionnent en SMTP ou en PHP Mail. Ils vont vous gérer ça sans problème en tout cas, peu importe quelle technologie, a priori ils utilisent PHP Mail, ça me semble plus logique de leur part, mais ils vont tout vous gérer en fait. Ils vont vous gérer les bounce rates, les retours de mails, les mails qui n'existent pas, on appelle ça des bounce rates. Donc l'avantage est que c'est intégré, vous n'avez rien à faire, vous donnez juste votre titre, votre message et votre liste d'emails, et vous envoyez ça, ils vont envoyer ça pour vous. C'est parfait. Le problème est que c'est très cher. C'est affreusement cher. Mais bon, si vous voulez prendre le service tout inclus, au moins, ils font tout. La deuxième grande techno, c'est le SMTP. Le SMTP, c'est vous avez votre logiciel d'envoi et vous envoyez à travers des serveurs qui sont là, qui sont dédiés pour ça. Vous avez différents providers qui vous permettent d'utiliser leur service pour envoyer des emails. C'est eux qui ensuite gèrent la délivrabilité, qui se démerdent pour avoir une délivrabilité correcte. Donc vous gérez que le mail, que l'outil qui administre le mail pour mettre le titre et le titre plus le corps du mail. La troisième grande technologie, c'est PHP Mail. Donc vous avez votre serveur, normalement un serveur dédié. N'utilisez pas ça sur un serveur mutualisé car vous allez vous faire dégager très vite. Mais sur un serveur dédié, oui, vous pouvez envoyer des emails. Vous pouvez envoyer des emails. Vous avez tout ce qu'il faut pour envoyer des emails. Vous avez Postfix ou Qmail. En général, c'est Postfix qui peut l'envoyer sans problème. Donc, Mailchimp. Délivrabilité d'à peu près 90%, mais c'est vrai que c'est très cher. Hein. Donc là, c'est à peu près 8000 RMB pour 300 000 mails. Et 8000 RMB, c'est à peu près 1000 euros. 1000 euros pour envoyer 300 000 mails. Sachant que Mailchimp, ils vous disent, vous avez une délivrabilité de 80, enfin vous avez une très bonne délivrabilité, sauf que c'est à condition que votre mail ne soit pas trop commercial. Si votre mail est trop commercial, et trop commercial dans le sens trop spammy, si les gens n'aiment pas, si ils ont un trop fort taux de spam reports, les gens disent trop souvent c'est du spam, ils vont vous dégager, ils ne vont pas vous rembourser. Ça c'est le problème. Et ils le font assez souvent, je vous le dis. Ils le font très souvent. Donc vous pouvez tester, mais c'est quand même un risque très élevé de perdre la mise. Les plateformes SMTP, la délivrabilité est en général moins bonne, c'est moins cher, c'est de l'ordre de là pour SMTP to go, c'est à peu près 200 euros par mois pour envoyer 300 000 mails, 200 euros. La délivrabilité n'est pas aussi bonne que Mailchimp et ils peuvent aussi vous dégager. Mandrill, dans la gamme SMTP, ce sont de loin les moins chers. Mandrill sont de très loin les moins chers. Ils sont à simplement, c'est à quel prix encore Ils sont à 20 centimes $ pour 1000 emails. Sauf qu'ils vous dégagent également très vite. Je connais plusieurs clients qui se sont fait dégager de Mandrill parce que ils vendaient du parfum, parce qu'ils vendaient des produits qui étaient clairement du spam.
des emails non sollicités, et donc ils se font dégager au bout de 10 000, 20 000 mails, et ils ne récupèrent pas la somme. Ce qui est quand même dangereux. L'autre truc, c'est que vous pouvez avoir votre propre adresse IP. C'est bien, mais l'adresse IP coûte quand même assez cher, à $29 l'adresse IP. Mais bon, en soi, 100 000 emails, pour 300 000 emails, sinon ça coûte que 40 euros. 300 000 emails, 40 euros, ça reste un tarif très abordable. C'est vraiment très abordable. Mais il faut vraiment que les emails soient qualifiés. Si vous envoyez des emails tout venant, vous allez vous faire dégager. Et vous ne serez pas remboursé. Sinon, l'autre technologie, je parlais de PHP Mail. Vous avez votre propre serveur dédié et vous envoyez. La délivrabilité est de entre 0 et 99. Pourquoi 0 ? Si vous achetez un serveur dédié et que juste avant vous avez un gros spammer qui a mitraillé avec son adresse IP, eh bien la délivrabilité va être pourrie parce que vous avez un gros spammer qui a mitraillé juste avant. 99, si vous avez une adresse IP fraîche que personne n'a utilisée auparavant, vous allez avoir une très bonne délivrabilité. Après, bon, avec un serveur dédié, il y a quand même plus, d'éléments techniques à prendre en compte. Il faut vous y connaître un peu plus, mais ça reste, pour moi, c'est la solution qu'il faut prendre en compte, qu'il faut utiliser. Votre provider, votre fournisseur de serveurs dédiés, que ce soit OVH, Dailybox, GoDaddy, Grandy, ils ont tous des politiques de spam différentes, mais ils peuvent vous bloquer le port 25 s'ils jugent que vous faites vraiment trop de spam. Alors, je vais rentrer dans le détail de chacun d'eux. Donc GoDaddy, il est moins cher qu'une plateforme SMTP, mais il bloque très facilement les serveurs en cas de plainte. Et le problème de GoDaddy, c'est que il bloque pas le port 25, il coupe le serveur. Et là, couper un serveur, vous perdez tout. Donc GoDaddy, même si c'est le leader mondial, oui, pourquoi je parle de GoDaddy ? Parce que c'est comme le leader mondial. Hein. C'est le numéro 1. Mais pour moi, ce sont des gros porcs qui sabrent à coups de tronçonneuse dès qu'il voit trop d'emails. Et donc, ne prenez pas GoDaddy pour envoyer de l'emailing. Si vous voulez héberger votre site dessus, ok. Mais si vous hébergez votre site, surtout ne faites pas l'emailing parce qu'ils vont y aller à la tronçonneuse, ils vont tout vous couper. Pas simplement l'emailing, mais votre site et tout. C'est quand même gênant. Alors, OVH, c'est ou Qui me suffit ou So You Start. C'est trois fois les mêmes. OVH, vous voyez là, j'ai mis une espèce de grande étoile bleue dans le fond. L'étoile bleue, ça veut dire c'est ce que je préconise. Donc OVH est la solution que je préconise, la solution que j'utilise. Donc j'ai envoyé plusieurs millions d'emails avec OVH. Je n'ai pas eu de problème, mais il faut savoir bien le faire. Si vous envoyez 100 000 emails avec une seule IP, vous allez le faire dégager. Mais si vous répartissez ça bien proprement, vous n'aurez pas de problème. Donc OVH, je sais qu'OVH, les prix peuvent varier énormément. Donc à l'instant T, là où je vous parle, les prix on les trouve sur Qui me suffit, là par exemple, on les trouve à 14 euros. Les prix varient vraiment énormément chez OVH. Donc oui, là on le trouve à 499 sans la TVA. Donc il faudra acheter la TVA, c'est la TVA française. Donc oui, ce sont les bons prix, mais ils peuvent vous bloquer le port 25. La politique de OVH est de bloquer le port 25 s'ils reçoivent plus de 100 spam reports, rapport de spam, ce qui représente environ 10 000 et 30 000 emails par IP. Donc ils vont vous bloquer. Si vous envoyez trop d'emails, ils vont vous bloquer. Mais si vous répartissez ça en différentes IP, il n'y a pas de problème. Moi, ils ne m'ont jamais bloqué. Un deuxième fournisseur qui est très bien. Je connais quelqu'un qui envoie des millions d'emails tous les mois via Dailybox et il n'a aucun problème et il en est ravi.
Et donc Dailybox Online, Dailybox était racheté par Online en fait, donc c'est Online maintenant, mais bon, si vous tapez dailybox.fr, vous serez redirigé dessus. Donc Dailybox est très bien, ils ont des serveurs qui coûtent vraiment pas grand chose, c'est le même prix là, à 14,99, vous avez quelque chose de très correct. Et donc vous pouvez prendre Online, qui est une solution très correcte aussi. Alors, vous voyez encore l'étoile, la grosse étoile, ça veut dire que tous les slides qui n'ont pas l'étoile, c'est ce que je vous raconte dessus, c'est que c'est intéressant, mais si vous voulez aller au plus juste, ne passez que sur les slides qui ont des étoiles. Comme ça, au moins, c'est les informations que je vous recommande. Donc là, ce que je vous recommande, ce que je vous préconise, c'est avoir plusieurs IP, avoir une trentaine, une soixantaine, voire si vous voulez y aller à la grande, et vous prenez 250 IP. Et sur chacune des IP, vous n'envoyez que 1000 emails maximum par jour. Parce que quand vous envoyez 1000 emails, à partir de 1000 emails, vous commencez à être filtré par les premiers filtres anti-spam. Après 5000 emails, vous avez envoyé 5000 emails, c'est vite fait, 5000, très très vite fait. 5000 emails, vous commencez à être banni partout. Donc, si vous avez 300 000 emails à envoyer, bien, oubliez envoyer 300 000 emails avec une seule adresse IP, ça passera pas. Impossible. À partir de 5000, vous êtes banni partout. Donc 300 000, non. Par contre, 300 000, si vous avez 256 IP, eh bien en une journée, vous avez dispatché ça sur 300 000 emails. Donc, c'est une façon d'envoyer massivement des emails. Donc par exemple, vous avez une IP. Votre IP, après envoyer 1000 ou 3000 emails, votre IP commence à être grillé partout. Il vous faut donc changer d'IP. Si vous étiez chez Monduel, à chaque fois que vous changez l'IP, ça vous coûte 29$, ce qui est quand même très, très cher. Vous changez l'IP, vous renvoyez 3000 emails, votre email est grillé, et vous éteignez le feu, vous reprenez l'IP, etc., etc. Donc, si vous utilisez du SMTP avec Monduel, même si Monduel est pas cher, ça reste 29$ par adresse IP, ça reste quand même très élevé. Alors que si vous prenez des IP failover sur votre serveur dédié, eh bien une IP failover coûte 3$, coûte 10 fois moins cher, ça revient quand même, c'est très abordable. Alors, comment changer les IP tout le temps? Bien, comme je vous disais, avec Monduel qui est une des solutions les plus connues sur internet, une des solutions que beaucoup de personnes, je parle de Monduel parce que énormément les professionnels connaissent Monduel, mais en fait Monduel reste cher, je trouve cher, à 29$ l'adresse IP, ça reste cher quand on sait que OVH propose une adresse IP OVH, parce que quand on parle d'OVH, on parle de OVH.com, et on parle de SoyouStart qui appartient à OVH, on parle de KimSufi qui appartient à OVH, qui sont les produits dérivés moins chers. Donc les serveurs sont un serveur dédié sur SoyouStart, vous avez des vrais monstres, des vraies bêtes de course qui sont le premier prix est 10 fois plus puissant que le meilleur ordinateur que vous pourriez acheter dans le commerce aujourd'hui. Sauf que les adresses IP coûtent 3$ par mois. Alors que sur OVH.com, les adresses IP sont à 3$ à vie. Vous achetez une adresse IP, elle est à vous et vous la gardez. Donc, c'est un bon investissement de prendre un vrai OVH.com qui est plus cher à l'achat, le serveur coûte plus cher à l'achat que SoyouStart ou que KimSufi. Mais les adresses IP après vous ne les payez plus, vous les payez à l'achat une fois et vous les gardez à vie. Enfin, tant que vous gardez le serveur du moins. Donc l'investissement, c'est un investissement sur ce long terme, mais c'est quand même plus intéressant de prendre les IP chez OVH. Comme je vous le dis, le prix de OVH varie tout le temps, d'un mois à l'autre. Vous pouvez avoir des serveurs à 20€, comme vous pouvez les avoir à 100€. Ça fluctue tout le temps en fait. Donc ça c'est dur de vous donner des conseils sur OVH parce que ça fluctue tout le temps. Mais les adresses IP sur OVH.com ne sont qu'à 3$ par mois, alors que sur SoyouStart et que sur KimSufi et sur Dailybox, elles sont à 3$
par mois à renouveler tous les mois. Alors, changer automatiquement l'adresse IP si vous avez votre serveur dédié, c'est faisable, hein, mais c'est très compliqué si vous n'utilisez pas la dernière version de CentOS 7 sur Plesk 12. La plupart des serveurs dédiés en ligne utilisent la version de 2007 de CentOS, qui est CentOS 6. Et faire ça sur CentOS 6, franchement, je ne recommande pas. C'est extrêmement compliqué. Alors que sur CentOS 7, c'est vraiment 4-5 clics de souris, c'est terminé. Donc, si vous voulez avoir votre système qui change automatiquement les IP, prenez un CentOS 7 avec Plesk 12. Après, c'est presque un jeu d'enfant. Donc, comment il faut faire ça? Donc là, encore une étoile, donc c'est ce que nous avons, nous. Nous avons OVH, donc il vous faut prendre des IP failover chez OVH, ou chez Digibox, ou chez SoyuzSat, ou chez Qui me suffit, hein. Après c'est une question de budget. Donc vous prenez des IP failover, et après vous configurez le Standard Default Transport Map pour que votre postfix, qui est le serveur de mail, postfix c'est le serveur de mail, transfère les emails à partir de différentes IP avec différentes signatures. Les signatures, c'est les hello name. Donc il va changer sa signature, il va dire bonjour, je m'appelle Toto, bonjour, je m'appelle Tata, bonjour, je m'appelle Titi, bonjour, je m'appelle Tutu. Et à chaque fois, il va utiliser une adresse IP différente, avec un nom différent. Ce qui fait qu'à chaque fois que vous envoyez un email à Gmail, et bien Gmail voit une identité différente qui est officielle. Hein. Une identité officielle, c'est pas une fausse identité. Ce sera tout le temps des identités officielles. Mais il voit quelque chose de différent, donc pour lui, il acceptera beaucoup plus facilement les emails, alors que si vous envoyez 100 000 emails à Gmail d'un coup, pour vous dire que les 50 premiers vont arriver et tout le reste va être mis à la poubelle. Donc d'abord, comment vérifier la compatibilité de votre serveur? En SSH, la fonction postconf mail_version. Et là, vous aurez en SSH, avec Putty, on va vous dire quelle version vous avez. Donc il vous faut au moins la version 2.7.1. Avec la version 2.7.1, là vous avez quelque chose de facile à gérer. Donc moi je vais considérer que vous n'aviez pas de serveur jusqu'à présent, et donc je vais reconfigurer tout depuis 0. Donc vous êtes chez OVH, vous avez votre serveur, vous êtes en train de l'installer. Donc dans les configurations OVH, vous prenez les distributions Ready to Go, donc les distributions graphiques, avec des interfaces user graphiques, et vous prenez la licence Plesk 12 sur CentOS 7. Plesk 12 sur CentOS 7, très important. Vous installez ça. Une fois que c'est installé, bien sûr, si vous faites ça sur Dailybox ou autre chose, c'est le même principe. Hein. Plesk 12 CentOS 7. Hein. Après, ça, que vous soyez sur OVH ou pas, ça reste la même chose. Une fois que c'est installé, Plesk va vous demander une licence. Bonne nouvelle, Plesk donne 15 jours de licence gratuite. Donc vous allez sur Order New Key. Vous prenez les 15 days trial, 15 jours gratuits. Vous vous enregistrez. Et voilà, vous allez recevoir un email. Là, je me suis inscrit. Donc voici l'email avec la clé. Sur Plesk, quand vous êtes sur Plesk, on vous demande donc votre clé, vous donnez la clé, et voilà, c'est fini. Donc vous voilà maintenant sur Plesk avec une clé activée. Maintenant, il faut continuer, il faut installer les IP. Donc voilà, CentOS 7 et Plesk sont installés. Donc votre machine est prête, vous avez tout. Vous avez l'administration, vous avez le serveur dédié. Il n'y a plus qu'à acheter les adresses IP failover chez OVH.
Donc vous vous connectez à OVH. Maintenant vous êtes sur OVH, vous allez sur IP, puis Order Additional IPs pour commander les nouvelles IP. Donc là, vous sélectionnez le serveur en question. Ça, c'est mon serveur. Vous sélectionnez 32 IP. C'est très bien, 32. Donc, vous prenez les 32 IP à 96 US $. Il semblerait qu'aujourd'hui, ce soit écrit que les IP sont au mois chez OVH, alors qu'en fait, c'est à vie. C'est juste une erreur d'affichage chez eux. Vérifiez, si ça vous fait peur, vérifiez, appelez OVH, écrivez-leur un email. Normalement, ils vont vous confirmer que c'est juste une erreur dans le back-office et qu'ils devraient le corriger. Bon, c'est une erreur d'affichage. Mais normalement, c'est à vie. Donc voilà, c'est commandé. Non, ça c'était en mode de passation de commande. C'est pas encore commandé. Donc là, nous avons le mode de paiement. Donc on paye. Et là, le paiement est validé. Donc voilà, vous avez acheté vos IP failover. Plus qu'à attendre que les techniciens OVH installent le rack d'IP, les 32 IP. En général, ça prend moins d'une demi-heure. C'est très rapide. Donc allez vous prendre un café. Et voilà, une demi-heure plus tard, vous avez votre email avec votre rack d'IP qui est installé. Donc vous allez dans Plesk, vous allez dans serveur, IP, add IP address, et là vous allez ajouter des IP. Vous vous rappelez, dans l'email il y avait l'email /27. Donc si ça fonctionne comme ça, normalement ça devrait fonctionner, hein. C'est ce que préconise Plesk. Donc en mettant l'adresse IP /27, ça devrait fonctionner. Chez moi, ça n'a pas fonctionné. Bon, c'est triste. Dans ce cas-là, eh bien, il faut les installer une par une. C'est pas grave, hein. Chez vous, ça va peut-être marcher. Vous avez peut-être une version vous aurez sans doute une version plus évoluée entre le moment où j'ai installé ça et vous. Donc ça devrait marcher. Si ça marche pas, eh bien, vous les installez comme moi, une par une. C'est chiant, mais ça se fait. Donc voilà, là j'ai la liste de toutes les adresses IP qui ont été installées une par une. Alors, si vous n'utilisez pas Plesk, si vous utilisez un autre système mais que vous êtes quand même sur CentOS 7, eh bien vous prenez sur docs.ovhca.en.guidenetworkbridging.html. Oui, je sais, ici c'est OVH Canada. Je vous rappelle qu'on est en Chine, hein, on n'est pas en France. Donc je suis naturellement redirigé sur OVH Canada et non pas sur OVH France. Vous allez sans doute avoir la version française. Enfin, Canada c'est aussi français après tout. Alors, petit conseil. Conseil très important. Si vous avez... Enfin, conseil très important. Prenez votre nom de domaine, vous l'achetez sur un fournisseur différent qu'OVH. Si votre serveur de mail appartient à OVH, c'est le serveur dédié qui fait vos emails appartient à OVH, surtout n'achetez pas votre nom de domaine chez OVH. Achetez-le chez GoDaddy, chez Gandhi, chez Book My Name, chez Dailybox, chez qui vous voulez, mais pas chez OVH. Pourquoi ? Enfin, moi je l'ai acheté chez hosting.com.ru. Alors eux, ils vous en auront jamais. Ça c'est l'avantage. Mais oui, vous pouvez l'acheter achetez où vous voulez, mais pas chez OVH. Du côté des DNS, vous devez faire une pointée pour chacun des sous-domaines a.crossbordertraining, b.crossbordertraining, d.crossbordertraining jusqu'à af.crossbordertraining. Vous devez chacun les faire pointer. Vous devez faire pointer un champ A, un champ MX et tout simplement le champ A et le champ MX sur l'adresse IP de votre choix pour chacun des sous-domaines. Vous vérifiez également que pour l'ensemble de Cross-Border Training, enfin pour l'ensemble de votre nom de domaine, le SPF c'est le champ TXT, c'est le champ personnalisé. Donc c'est V égale SPF MX espace MX espace A espace point d'interrogation all. Ça veut dire tout
tout ce qui appartient à Cross-Border Trading peut être envoyé à partir de soit son sous-domaine, soit son MX, soit en général à peu près tout. Mais il faut bien s'assurer de ça parce que normalement c'est le cas, mais j'ai déjà vu des sites où c'était pas le cas. Et donc les sous-domaines n'avaient pas le droit d'écrire en tant que leur propre sous-domaine. C'était un peu con, mais c'était comme ça. Donc les sous-domaines doivent pouvoir écrire en tant que pour leur propre sous-domaine, donc il faut bien mettre MX espace A. Pourquoi je vous dis, il ne faut surtout pas héberger votre nom de domaine chez OVH, parce que quand vous allez envoyer 100 000 emails, sur 100 000 emails, vous allez avoir beaucoup de personnes qui vont recevoir et qui ne vont pas apprécier, qui vont se dire c'est du spam. Ils vont se plaindre, ils vont commencer à se plaindre, et c'est toujours bon que les gens se plaignent à la mauvaise personne. Enfin, il faut qu'ils se plaignent à vous. Ils se plaignent à vous, ok, ils se plaignent à vous. Mais en général, ils se plaignent à vous et ils se plaignent aussi à votre provider. Donc, il faut qu'ils se plaignent au mauvais provider. Donc, moi, si les gens commencent à vérifier qui est mon provider, sur Cross-Border Trading, ils me voient, le provider c'est hosting.com.ru parce qu'il a été acheté chez hosting.com.ru. Donc ils vont aller ils vont contacter abuse@hosting.com.ru. Ils vont dire ces gens-là ils me spamment, c'est pas bien, dégagez-les. Bon. Eh bien ouais, ça arrive. Ils reçoivent une plainte, 2 plaintes, 3 plaintes. Ils vont commencer à s'énerver. Et ils vont ouvrir une enquête. Ils ouvrent une enquête et regardent qu'est-ce qui envoie le mail. C'est OVH. Mais qu'est-ce que tu m'emmerdes? Moi je suis hosting.com.ru, dégage, point barre, ça s'arrête là. Alors que si c'était OVH là il serait fâché et il pourrait te bloquer ton port 25, voire te dégager. Donc ne prenez jamais votre nom de domaine, ceux qui hébergent les DNS de votre nom de domaine chez le serveur qui envoie les emails. Comme ça, les plaintes ne vont pas à la bonne personne. Les gens qui se plaignent vont se plaindre à la mauvaise personne. Les réclamations seront à la mauvaise personne. Et on ne pourra pas vous tirer dessus après. Voilà, c'est ce que j'explique ici en fait. Quand on envoie beaucoup de mails, les plaintes vont chez hosting.com.ru. Et hosting.com.ru ne gère pas le serveur dédié qui envoie les emails. Donc il s'en fout complètement. Alors que OVH, lui, s'il recevait les plaintes, il en recevrait 1, 2, 3, il commencerait à s'énerver et il nous dégagerait. Mais bon, c'est pas le cas, donc c'est pas grave. Donc, maintenant, vous avez vos adresses IP. Il vous faut mettre les reverse DNS. Il faut attribuer une reverse DNS à chacune de vos IP. Donc vous pouvez créer, typiquement ce que font les gens, c'est ce que font les professionnels, vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais vous mettez, si votre adresse IP est 128.50.201.128, vous mettez 198-50-201-128 pour votre nom de domaine. Et ça, vous le paramétrez aussi du côté des DNS pour le pointer dessus. Donc vous commencez d'ailleurs même par le DNS, vous créez le DNS de ce sous-domaine qui pointe sur cette adresse IP et après vous faites le reverse comme ça. Donc voilà, tous les reverse DNS ont été créés. Ça prend 10 minutes, mais ils sont tous créés. Maintenant vous pouvez utiliser les IP. Donc rappelez-vous, les reverse DNS gérés par un domaine qui n'est pas géré par OVH, pour que les plaintes n'aillent pas chez OVH. Donc maintenant vous avez 2 solutions. Soit vous envoyez par paquet de 1000 et vous changez d'IP, vous envoyez par paquet de 1000, vous changez d'IP, vous envoyez par paquet de 1000, vous changez d'IP, vous envoyez par paquet de 1000, vous changez d'IP. C'est la solution 1. C'est facile, c'est 3 clics sur Plesk, ça marche. Mais bon, c'est par paquet de 1000, il faut les changer manuellement, c'est quand même un peu chiant. Soit vous configurez pour que tout se change en automatique. C'est ce que je vous recommande. Donc, comment faire pour changer manuellement tout ça? Eh bien, vous allez dans Serveur, Mail Server Settings. Donc vous êtes dans Mail Server Settings et vous sélectionnez Send from Specific IP Address et vous sélectionnez l'IP, vous validez. C'est terminé. Il n'y a pas plus simple. 3 clics, vous avez changé votre IP.
à partir de Plesk. Je vous dis, si vous n'aviez pas Plesk, ce serait un petit peu plus compliqué. Mais bon, Plesk, en 3 clics, c'est fait. Solution 2, solution que nous préconisons, utiliser les Sender Dependence Default Transport Map. Bon, je mets le terme, le vrai terme technique. En réalité, vous ne verrez même pas ça. C'est ce qui est derrière. C'est comme ça que ça fonctionne. Si vous n'utilisez pas Plesk, vous auriez à utiliser ça. Plesk, c'est ce qu'il va, il va travailler avec ça. Il va modifier toute la configuration des Sender Dependent Default Transport Map pour vous. Mais vous ne le voyez pas. C'est le nom technique, mais Plesk va tout vous faire graphiquement. C'est très sympa. Donc, comment vous faites ça? Eh bien, vous créez un nouveau domaine par IP. Et en fait, ce nouveau domaine, bon, soit vous achetez 32 noms de domaine, hein, c'est très bien, c'est très beau, vous achetez 32 noms de domaine, mais ça coûte très cher. Soit vous gardez votre nom de domaine, et vous faites comme Mandrill, comme Mailchimp, comme toutes les plateformes SMTP, vous mettez les sous-domaines. C'est comme ça qu'ils font. Si vous commencez à décortiquer les plateformes SMTP, si vous utilisez Mailchimp ou Mandrill, et vous envoyez, vous créez 5 boîtes email différentes et vous écrivez à vous-même sur 5 boîtes email, vous verrez que les emails viennent tous de sous-domaines de Mandrill, de sous-domaines de Mailchimp. C'est comme ça. Ça fonctionne exactement de cette manière. Donc, ils ont créé un nouveau domaine. Ils ont peut-être utilisé Plesk, hein, je ne sais pas comment ils ont paramétré leur système, mais s'ils ont utilisé Plesk, ils ont fait ça. S'ils ont utilisé juste CentOS 7 avec le Sender, avec la configuration plus compliquée, ils l'ont fait d'une autre manière. Hein. Mais si vous le faites avec Plesk, vous allez sur Add New Domain, voilà, et vous créez un sous-domaine. Donc A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, ça va jusqu'à AF pour 32 IP. Donc de A à AF, a.crossbordertraining.com, et vous mettez ça sur in a super web space, donc dans un espace web séparé avec son propre système de FTP, son propre système de mail, surtout ça, c'est ça qui est important, son propre système de mail, son propre système de base de données, son propre système de tout, son propre système SSH. Il est complètement à part. Donc, il est totalement à part et donc vous lui attribuez une adresse IP. Donc tous les mails qui partiront de nicolas@a.crossbordertraining vont utiliser l'adresse IP que vous aurez attribuée ici. Et vont utiliser le hello name qui est a.crossbordertraining.com. Donc vous faites ça pour 32 sous-domaines. Clac, 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 vous sélectionnez chacune des IP. Donc 32 sous-domaines sur les 32 adresses IP existantes que vous avez qu'à paramétrer. Et voilà. Donc maintenant que vous avez vos 32 noms de domaine avec 32 espaces web différents sur 32 adresses IP différents, vous allez dans Server, puis Mail Server Settings. Et là, vous n'utilisez plus le Send from the Specific IP Address, mais vous utilisez le Send from Domain IP and Use Domain Name in SMTP Greeting. Vous n'utilisez pas le simple Send from Domain IP Address parce qu'il ne changera pas le hello name. Or, il vous faut changer le hello name pour que ce soit vraiment complètement différent. En changeant le hello name, vous changez aussi sa signature. Parce que quand vous allez écrire un mail, quand vous écrivez un mail via Gmail, vous tapez juste le titre et le corps. Hein. Mais si vous écrivez depuis votre serveur, le serveur envoie les informations de ça a été envoyé par PHP, ça a été envoyé en SMTP, ça a été envoyé quelle est la technologie qui a été utilisée, est-ce que c'est la PHP class, PHP mail class, est-ce que c'est QML, est-ce que c'est postfix. Ils envoient tout un tas d'informations et ils envoient également le hello name qui est un élément indispensable pour les filtres anti-spam pour reconnaître l'IP, pour voir en fait typiquement ce que vous pourriez faire sinon c'est vous chopez la connexion internet du voisin, vous prenez un outil de hack pour choper tous les wifi autour de vous, vous récupérez une trentaine de connexions wifi et vous utilisez toutes les connexions wifi pour envoyer des emails via postfix sur votre Ubuntu. Ça marcherait, sauf que le hello name ne changerait pas. Le hello name resterait localhost.
Et puis même si vous changez manuellement, ce qui est possible, vous pouvez changer manuellement le hello name, mais vous le changez par quoi? Vous connaissez pas le hello name de l'adresse IP du voisin, donc vous pouvez pas. Donc si vous ne changez pas le hello name par le nom de domaine en question, eh bien Gmail ou QQ ou Hotmail ou Yahoo, quand ils vont recevoir ça, ils vont voir, bon, telle adresse IP m'a écrit. Est-ce que cette adresse IP est considérée comme une IP bannie? Non, ils sont assez propres, donc c'est plutôt bon signe. Est-ce que la signature correspond à l'IP? Ah, c'est localhost. Localhost, ça pue. Et là, tu vas passer ton email aura beaucoup plus de chances de passer en spam. Si le hello name existe, mais c'est pas la bonne adresse IP, alors là, c'est encore plus mauvais. Oula, usurpation d'identité. Poum. Ça passe encore plus vite dans les spams. Donc il faut absolument prendre le SMTP Greetings pour qu'il change à la fois l'IP et le hello name. Une chose qui n'est pas fait si vous changez uniquement l'IP d'ailleurs. Si vous changez uniquement l'IP, il faut que vous changiez aussi la configuration du fichier /etc/ postfix / main.cfp, et dedans vous allez avoir le mylocalhost égal et le hello name. Vous allez devoir le changer comme ça manuellement à chaque fois, ce qui est hyper compliqué. C'est pourquoi je vous recommande fortement de changer automatiquement les IP et les hello name de cette manière. C'est quand même beaucoup plus simple, vous simplifiera la vie. Donc faites ça comme ça. Donc maintenant, vous allez rediriger vos emails, parce qu'en fait, chaque fois que vous avez créé un sous-domaine a.crossbordertraining, b.crossbordertraining, c.crossbordertraining, d.crossbordertraining, eh bien c'est un espace web totalement différent. Et donc les emails en retour, quand les gens vous répondent, ils vont vous répondre sur des messageries différentes. C'est un peu gênant de consulter 32 messageries différentes pour avoir les réponses. Donc il faut que vous fassiez des redirections. Donc typiquement Mailchimp et Mandrill ou tous les serveurs SMTP, eux ils s'en mêlent pas, ils vont pas vous faire la redirection, ils vont utiliser la fonction reply to. Donc quand ils écrivent de la part de a27041.mandrillapps.com, eh bien quand ils écrivent de la part de cet utilisateur, si vous cliquez sur répondre, ça ne répondra pas à cet utilisateur parce qu'ils ont injecté dans l'email la balise reply to, et donc vous allez répondre au vrai expéditeur. Donc c'est bien, sauf que les filtres anti-spam, quand ils voient un reply to, bien qui utilise reply to, en règle générale, c'est les spammers. C'est pas il n'y a que les spammers qui utilisent ça. Donc moi je vous recommande plus de faire des vraies redirections propres que d'utiliser du reply to, parce que sinon d'un coup vous allez monter en grade dans le spam possible. C'est potentiellement un spam. Donc faites la redirection. Donc voilà, vous êtes sur mail, vous créez votre compte mail alban@a.crossbordertraining.com, puis vous allez dans forward et vous transférez ça sur le vrai alban@crossbordertraining qui est mon adresse email. Donc là j'ai redirigé ça sur mon adresse email à moi. Donc dès que quelqu'un répondra à mes emails, si je l'ai écrit de la part de alban@a.crossbordertraining.com, les gens vont répondre à ça, ce sera redirigé automatiquement sur alban@crossbordertraining.com. Et voilà, c'est fini. Donc maintenant, à chaque fois que vous allez envoyer un email, si vous l'envoyez, à chaque fois que vous allez envoyer un email, il faut qu'il soit changé automatiquement en alban@a.crossbordertraining.com, alban@b.crossbordertraining.com, alban@c.crossbordertraining.com. Bien sûr, vous appelez Nicolas et votre site internet c'est usineaparis.com. Ça va être nicolas@a.usineaparis.com, nicolas@b.usineaparis.com, nicolas.c.usineaparis.com. Bien sûr, c'est changer automatiquement. Donc il faut que ça change automatiquement.
Et le fait que vous changez l'email d'expédition automatiquement, le serveur de mail va automatiquement comprendre qu'il doit passer par, il va être routé par telle ou telle adresse IP, et avec tel ou tel hello name, c'est-à-dire telle ou telle signature électronique. Alors maintenant, comment est-ce qu'on envoie les emails? Donc si vous n'avez jamais envoyé d'email, vous allez vous dire, naturellement, il faut envoyer, on envoie avec Outlook, ou avec Outlook Express, ou avec Windows Mail, ou Thunderbird, pour ceux qui connaissent, ou Apple Email. Bien non. Non, vous ne pouvez pas utiliser les outils de mail traditionnels. Pourquoi? Pour différentes raisons. D'abord parce qu'ils ne fonctionnent pas avec... fonctionne pas pour... Il n'y a pas de tag. Vous pouvez pas faire bonjour Nicolas, bonjour Sylvain, bonjour Toto. Vous pouvez pas rajouter des tags dans Outlook, ça ne marche pas. Et ensuite, vous pouvez pas changer automatiquement le SMTP. Vous pouvez pas changer automatiquement l'adresse IP. Vous utilisez un système, vous restez dessus, et donc vous pourrez envoyer qu'une centaine de mails, mais pas 100 000. Donc non, vous ne pouvez pas utiliser ce genre d'outils classiques, même s'ils sont très bien. Hein. Alors, tous les bons logiciels, normalement, doivent accepter le SMTP. Donc si vous utilisez Module, bien, il y a beaucoup de serveurs, beaucoup d'outils qui vous permettront d'envoyer. Il y a GroupMail, ceux-là sont des outils qui sont recommandés par Module d'ailleurs. Hein. Donc GroupMail, il y a MaxProg. Ils sont faciles à installer, ils sont WYSIWYG, ils acceptent les tags, ils marchent bien quoi. Donc, moi je vous recommanderais plus un autorépondeur. Pourquoi un autorépondeur? D'abord, qu'est-ce qu'un autorépondeur? Un autorépondeur, c'est un logiciel qui va vous gérer des séquences de mails, qui va vous gérer tous vos prochains mails pour les 3 prochains mois, ou pour l'année prochaine en fait. Donc, vous préparez toute une séquence d'emails. Vous pouvez même les mettre en rotation. Et donc, vous dites, la semaine prochaine, voilà, on va envoyer un email qui va faire une présentation du produit. La semaine suivante, ça va être un témoignage. La semaine d'après, ça va être une promotion. La semaine d'après, ça va être... Là, vous pouvez y aller, les avantages produits. Vous pouvez y aller sur tous les aspects de votre société qui seront envoyés aux clients, mais vous pouvez préparer les emails aujourd'hui pour qu'ils soient envoyés en automatique avec le temps. Sachant que les autorépondeurs font mieux que ça. Non seulement ils envoient, mais ils reçoivent aussi les bounce rates, les emails les messageries surchargées, les messageries qui n'existent plus, les noms de mails qui ont expiré. Ça va vous gérer tout ça pour affiner la base et pour donc envoyer au fur et à mesure très proprement. Ça vous fait gagner un temps dingue après au niveau de la gestion. Un autre avantage des autorépondeurs, ça, j'ai récupéré ces informations sur le site de One2All. One2All, c'est un vieil autorépondeur français. J'ai commencé dessus d'ailleurs. J'ai commencé il y a très très longtemps sur One2All. Il rapportait que 76% de leurs utilisateurs ont épargné environ 5 heures de boulot par semaine de gestion des emails grâce à l'autorépondeur. Et 60% d'entre eux ont augmenté de 50% leur CA, voire 250% au bout de seulement 6 mois d'activité avec leur autorépondeur. Ce sont les chiffres de One2All, mais pour moi ça me semble pas incorrect. C'est tout à fait possible. Je sais que quand on met ce genre d'informations sur un site, en général c'est la publicité, mais quand on sait bien servir un autorépondeur, ça m'étonne pas que les utilisateurs aient un gain de temps comme ça, ainsi qu'un gain de CA aussi impressionnant. Alors dans les autorépondeurs et serveurs et outils de mail, je vous parlais de One2All juste avant. One2All c'est bien, mais c'était bien il y a 10 ans. Malheureusement on ne peut pas, là, on pouvait d'ailleurs, avant on pouvait,
On pouvait utiliser OneTool installé sur sa machine et envoyer les mails via OneTool de sa machine. Plus maintenant. Maintenant, on doit utiliser leur propre serveur. Et donc, on ne peut plus le mettre sur notre machine. Donc, on ne peut pas utiliser les multi-IP. Donc, je ne présente pas OneTool ici. Mais bon, vous connaissez MailChimp. MailChimp, 8000 RMB, donc après 1000 euros pour envoyer 300 000 mails. Il y a Aweber qui, pour 300 000 emails, vous permet d'envoyer, qui vous coûte 9400 RMB pour 300 000 emails, donc un peu plus de 1000 euros. Oui, 1500, 1000 euros, 1100 euros. Et vous avez Interspire qui coûte $1000 pour 10 utilisateurs, mais vous l'installez sur votre machine. Et après, c'est pas une question de mail. Vous pouvez envoyer 1 million d'emails, c'est pareil. Donc, je vous parle d'Interspire parce que je vais vous donner des accès dessus. Je vais vous envoyer, je vais vous donner plus tard les cracks du logiciel, donc vous pourrez l'installer directement. Donc, toutes ces solutions sont des solutions qui sont très puissantes, mais qui sont très chères. Donc, je ne vais pas vous préconiser d'aller sur des solutions qui vous coûtent très très cher. Je vais plutôt vous présenter une solution open source, Infinity. Donc voilà, une solution qui marche très bien, un autorépondeur open source, Infinity, qui a été créé, ils ont commencé le projet en 2002, donc aujourd'hui ça a 12 ans, c'est un vieux projet qui marche bien. Donc, quels sont les avantages de Infinity? Infinity gère parfaitement les séquences de mails, il gère parfaitement les bounces, donc les retours de mails erronés. Il peut gérer un nombre limité de contacts. Et comme je vous le disais, c'est un projet open source de HShop Software. Et HShop Software sont là depuis 2002. Donc aujourd'hui, c'est quand même un projet qui est très mûr. C'est quand même un projet qui est bien développé, qui fonctionne nickel. Et c'est entièrement gratuit. C'est surtout ça, entièrement gratuit. Je ne vais pas vous présenter des outils qui coûtent 1000 euros par mois, quand vous avez des solutions qui sont peut-être un petit peu moins sexy, un petit peu moins designées, mais qui sont gratuites. Donc Infinity. Donc d'abord, on va voir comment l'installer. Je vous recommande de prendre la version de Infinity sur crossbordertraining.com, www.crossbordertraining.com/infinity.zip. Vous pouvez le prendre sur le serveur officiel. Mais celui de Infinity, je l'ai modifié pour que quand on importe les bases de données, ça automatiquement scanne les domaines pour retirer les hardbounds et pour retirer tous les emails qui visiblement ne ressemblent à rien. Donc comme là-dessus vous aurez une version un petit peu améliorée par rapport à la version que j'ai récupérée sur Infinity. Donc j'invite plus à prendre celle-ci. Donc quelles sont les stratégies de mass mailing? D'abord, il faut préparer des différentes stratégies par segmentation. Donc une stratégie pour les prospects, une stratégie pour les clients et une stratégie pour les fournisseurs et partenaires. C'est ce qu'on vous apprend dans toutes les écoles de commerce. Ne contactez pas vos fournisseurs avec un email pour vos prospects, ils ne vont pas comprendre. Faites bien des segmentations bien spécifiques. Donc, essayez à chaque fois de récupérer l'email des visiteurs. Si quelqu'un vient sur votre... Bon, si les gens viennent suite à votre mailing, vous avez déjà leur email, c'est pas la peine. Mais si les gens viennent par le SEO, s'ils viennent à travers Google, à travers Yahoo, à travers Bing ou n'importe quel moteur de recherche,
essayez de récupérer leur email. À plus forte raison, si vous utilisez AdWords. Si vous utilisez AdWords, vous payez 10 centimes le clic, vous avez intérêt à récupérer l'email parce qu'il vous coûte cher le mail. Donc comment récupérer l'email? Offrez un e-book, offrez une vidéo de formation pour pouvoir consulter la vidéo de formation. Typiquement pour nous ça pourrait bien correspondre. Pour une formation, pour une vidéo de formation, laissez-nous votre email. Proposez de s'inscrire à un club privé, un devis gratuit, un diagnostic gratuit. Trouvez n'importe quelle formule qui permet d'attirer l'email, d'aspirer que l'internaute laisse son email. Alors typiquement comme segmentation comportementale, on pense à un internaute. Si vous avez son adresse email, vous avez tracé son adresse email, un internaute vient sur votre site, il consulte les chaussures Nike, il se balade partout, il revient sur les chaussures Nike, il se balade partout, il revient sur les chaussures Nike, il se balade partout, il revient sur les chaussures Nike. On sait qu'il est intéressé par les chaussures Nike. Il est venu 4 fois, 5 fois, bon, il est intéressé par ce produit. Une semaine plus tard, il faut lui envoyer un email lui disant « Vous avez une promotion sur les chaussures Nike ?» Que c'est étonnant. Et donc là, vous avez beaucoup plus de chances qu'il achète ses chaussures Nike si vous lui donnez 5% de promotion. Alors, au niveau de séquençage, comme je vous le disais, avec un autorépondeur, vous pouvez faire des séquences. Donc, vous pouvez typiquement faire une présentation, vous envoyez une première présentation du produit, puis 10 jours plus tard, vous envoyez une vidéo de démonstration, puis 10 jours plus tard, vous envoyez une promotion, puis 5 jours plus tard, vous envoyez, attention, c'est la fin de la promotion dans 2 jours, puis 10 jours plus tard, vous envoyez les avantages par rapport aux concurrents. Pourquoi est-ce qu'il faut passer par vous et non pas par vos concurrents? Puis après vous faites un témoignage, j'ai adoré ce produit, il est génial, il est blablabla. Puis après vous envoyez une guide d'installation et à la limite vous retournez au début et vous faites tout ça en boucle. N'oubliez pas qu'entre chaque étape, le coup de téléphone c'est aussi très efficace. Hein. Si vous voyez qu'un internaute à la vidéo de démonstration, quand on regarde la vidéo de démonstration, la regarde 3 fois de suite, il reste là, enfin s'il est devant la vidéo quoi, tout simplement, vous lui passez un coup de téléphone, alors qu'est-ce qui vous intéresse exactement, et vous jouez au commercial, comme si vous étiez dans un magasin de chaussures. Dans un magasin de chaussures, quand quelqu'un rentre dans la boutique, eh bien vous avez tout de suite un vendeur qui vient, qui commence à voir avec lui ce dont il a besoin. Et quand vous avez quelqu'un qui va sur le site, vous savez qu'il est sur le site à l'instant T, eh bien vous prenez votre téléphone et vous l'appelez. Alors voyons les techniques pour éviter les filtres anti-spam. Alors pour éviter les filtres anti-spam, d'abord il faut utiliser les plateformes de blacklist, comme ici. Nous avons toute une série de plateformes qui permettent de voir si vous êtes blacklisté. Donc vous allez sur MX Tools, vous lancez votre nom de domaine, vous vérifiez, bon, vous n'êtes pas banni, c'est parfait. Donc là vous avez une liste d'une 50aine de plateformes qui sont là pour vous dire si un site est banni ou pas. Ce sont des plateformes spécialisées dans le bannissage de serveurs mail. Et bien en fait, vous récupérez la liste de ces plateformes, vous vérifiez leur adresse IP, et après il suffira de vérifier si les emails que vous envoyez pointent vers eux. Si les emails pointent vers eux, vous évitez de les contacter quoi. Ces gens-là, ils sont spécialisés pour détruire les spammers. Donc vous êtes un spammer, vous allez éviter de bonjour, j'ai envie de me faire taper dessus. Non, vous ne leur écrivez pas. Règle numéro 1, ces gens-là, il ne faut surtout pas leur écrire. Alors, autre règle très importante, ça peut vous faire rire, les gens qui ont déjà fait de l'emailing se disent mais non, ils peuvent pas faire ça. Bien si, il y a des gens qui font ça. Il y a des gens qui envoient des emails de la part de Gmail ou de la part de QQ, de la part de Yahoo avec leur serveur mail. Oui, c'est ridicule. Pourquoi? Enfin, il faut surtout pas envoyer, si vous utilisez votre serveur dédié ou si vous utilisez un serveur SMTP, surtout vous n'écrivez pas de la part de Gmail, vous n'écrivez pas de la part de QQ, vous n'écrivez pas de la part de Yahoo, vous n'écrivez pas de la part de Hotmail, vous n'écrivez pas de la part de La Poste. Vous écrivez de la part de vous-même, votre nom de domaine. Pourquoi? Parce que si vous écrivez depuis un serveur dédié avec une IP du serveur dédié, bonjour, je m'appelle Gmail, vous écrivez ça à Yahoo, bien Yahoo va recevoir un email intitulé je m'appelle Gmail qui a été envoyé de pas Gmail. Donc il va se dire
voici c'est du phishing, quelqu'un qui essaie de hacker Gmail, donc c'est un hacker, donc je le dégage, je le bannis et cette adresse IP sera grillée à jamais. Donc ne le faites pas, c'est stupide. Alors, si vous utilisez un serveur SMTP comme Mandrill, il va falloir que vous changiez les SPF. Donc, le SPF c'est un peu compliqué. Je vous invite à utiliser un outil comme spfwizard.net, comme ici, qui vous fera ça très bien. Après, vous avez juste à copier-coller les SPF dans votre gestionnaire de DNS et ça fonctionnera. En règle générale, ce qu'il faut retenir, c'est que dans les SPF, il faut que vous gardiez les MX et les A. Il faut qu'il y ait le champ MX et A qui ait le droit d'écrire. Je vous dis ça parce que ça peut sembler stupide, mais il y en a qui copie-collent les configurations que donne Mandrill, et Mandrill s'en fout de vos champs A et de vos champs MX, parce que Mandrill veut écrire de la part de Mandrill, mais votre configuration perso, ils s'en foutent un peu. Donc ils vous proposent une configuration, si vous la copiez-collez telle quelle, bien après vous ne pourrez plus jamais écrire de votre propre messagerie. C'est stupide, mais pourtant il y en a plein qui le font. Donc vous gardez bien MX et vous gardez bien A pour dire Mandrill a le droit d'écrire, mais moi sur ma messagerie j'ai aussi le droit d'écrire. Et le site internet a aussi le droit d'écrire. Autre technique pour savoir si un email est valide, c'est de vérifier son nom de domaine. Typiquement, Alessandra tatata, bon tatata c'est pas possible, Alessandra immobilier34.fr. Si immobilier34.fr n'existe pas ou n'existe plus, eh bien Alessandra immobilier34 n'existe pas non plus. Donc il suffit de vérifier si le nom de domaine existe. S'il n'existe pas, eh bien c'est pas la peine de la contacter, vu que on aura forcément un hard bounce. Vu que le domaine n'existe plus, forcément il n'y aura pas d'adresse email. Donc ça sert à rien de la contacter. Donc on peut la retirer directement. Après, il faut vérifier les mots dangereux, les mots comme spam trap, no mail, spam, abuse, policy no reply. Bon. Dès qu'on a un de ces mots dans l'email, il ne faut pas les contacter parce que bon, ce sont soit les spam traps, clairement dit, c'est clairement écrit spam trap, donc il ne faut pas les contacter. Les spam traps, ce sont des faux emails où si on les contacte, on est immédiatement envoyé dans une liste d'emails à bannir. Donc notre IP est grillé. Donc il ne faut pas contacter des spam traps. Il ne faut jamais écrire une spam trap. Et les gens qui font les spam traps, souvent ils mettent spam trap dans l'email pour qu'un humain, quand il voit spam trap à quelque chose, comprenne que c'est une spam trap, alors qu'une machine, lui, va aspirer et on va contacter sans faire attention à ce que c'est. Donc tous ces mots-clés là, il faut faire attention. Ou no reply, ce n'est pas une spam trap, mais c'est une adresse email que personne ne lit. Donc ça sert à rien de contacter un no reply, vu que de toute façon il n'y aura jamais personne qui le lira. Après, il faut vérifier tous les noms de domaine qui sont non réalistes. Par exemple, un tttt@yahoo.com ou trtrtrtrr@yahoo.com ou même try. On voit tout de suite, à l'œil nu, on voit tout de suite que c'est un faux. Bien, une machine un algorithme peut également détecter si c'est un faux ou pas. Il suffit de vérifier combien de caractères, combien de caractères différents est-ce qu'il y a devant le arrobase. S'il y a moins de 4 caractères différents, c'est que très vraisemblablement c'est un faux. Donc on peut le retirer. Alors, il faut vérifier que tous les domaines utilisés, enfin quand on contacte quelqu'un aussi, on contacte quelqu'un nicolas@immobilier34.fr, regardons le même exemple. On prend immobilier34.fr, on vérifie son adresse IP. L'adresse IP, je sais pas, 32.64.117.28. Et donc cette adresse IP, on regarde si elle appartient pas à un serveur de spam trap.
vu que il existe mtoolbox.com qui vous indique tous les serveurs spam trap, bien vous vérifiez que le nom de domaine de la personne à qui vous allez contacter n'appartient pas ou n'est pas relié d'une manière ou d'une autre à un de ces serveurs. Parce que si vous commencez à contacter des gens qui sont spécialisés dans les spam traps et qui sont spécialisés dans comment tuer les spammers, eh bien, je peux vous dire que votre adresse IP va être grillée très vite. Donc, il faut vérifier ça et ne surtout pas contacter des experts en tuage de spammers. Sinon, vous allez vous faire tuer. C'est normal. Donc, vous les retirez, quoi. Alors, comment faire concrètement? C'est vrai que je vous donne plein de conseils, mais concrètement, vous avez une liste d'emails. Comment vérifier qu'un email est bon et valide et lequel n'est pas valide quand vous avez 100 000 emails? Vous n'allez pas faire ça à la main, c'est pas faisable. Eh bien en fait, je vais vous donner un script que j'ai développé qui va vérifier tout ça pour vous. Donc le voici. Vous pouvez le prendre sur function check email .html sur cross-border training. Et donc tout ce script, vous testez chacune de vos emails. Vous le passez par ce script, donc toto@crossbordertraining.com, il va dire que c'est faux. Toto, ça ressemble à rien. C'est pas ça ressemble à rien, Toto. Info, c'est 4 lettres, ça ressemble, c'est bon, mais Toto non. Alex@jhkjhk, le nom de domaine n'existe pas, donc c'est faux. nicolasdupont@yahoo.com, il n'y a rien à dire, ce nom de domaine, enfin cette email adresse a l'air d'être une vraie, donc c'est bon, il accepte. albon@crossbordertraining.com, rien à dire, ça fonctionne. abuse@godaddy, il y a le mot abuse, c'est refusé. spamtrap@godaddy, il y a le mot spamtrap, c'est refusé. contact@barracudacenter.org, bien ça a l'air d'être une bonne adresse, mais en fait ça fait partie cette adresse pointe sur un serveur de spamtrap. Donc si vous contactez ça, vous êtes sûr de finir blacklisté. Donc ne l'écrivez pas. Pareil pour nicolas@teamseries.org, c'est un serveur de spam trap derrière. Donc si vous écrivez à cette adresse-là, vous allez vous faire bannir. philippe@healthy.com, c'est bon. Donc vous testez chacun de vos emails là-dessus et vous saurez quels sont les bons, quels sont les mauvais. En fait, ce script est déjà intégré par défaut dans la version de Infinity que j'ai mis en ligne. Donc, il vous suffit de prendre la version de Infinity en ligne pour avoir tout ça. Pas besoin de l'exécuter vous-même. Alors après, il faut également vérifier les prénoms quand vous contactez les gens. Typiquement, là, nous avons une fiche sur Alibaba, zhuangfa.en.alibaba.com, contact info. Donc ici, sur cette page de Alibaba, nous avons monsieur Chengli Huang avec un nom de domaine. Donc quand on scanne cette page, on récupère le prénom qui est Chengli Huang. Mais en fait, quand on va récupérer l'email, ce ne sera pas forcément l'email de Chengli Huang, c'est peut-être un de ses collègues, c'est peut-être n'importe qui dans la société. Donc là, comment est-ce qu'on récupère? On suit le nom de domaine qui est zhuangfagem.com.cn. Et donc là, quand on suit le nom de domaine, on voit sylvia@zhuangfagem.com.cn. Et donc, on va faire l'association entre sylvia@zhuangfagem.com.cn avec monsieur Huang. Sauf que si vous contactez Sylvia au nom de Chengli Huang, bien Sylvia va pas être contente parce qu'elle s'appelle pas Chengli Huang, elle s'appelle Sylvia. Donc il faut l'appeler par son vrai prénom qui est Sylvia. Donc comment faire ça? Bien entendu, c'est un script qui va vous vérifier ça. Donc voici le script. Ne vous amusez pas à le recopier, vous allez avoir le lien dans le prochain slide qui vous indique comment le récupérer. Mais en fait, ce script va puiser dans un dictionnaire de prénoms, tous les prénoms qui existent, et va vérifier dans votre table Harvester, la table qui vous a permis d'aspirer les noms, les prénoms et les emails, si il n'y a pas un prénom qui se trouve devant l'email, devant le arrobase, et si c'est le cas, eh bien il faut garder ce prénom et non pas le prénom qui a été aspiré.
Donc on prend le dictionnaire des prénoms et on vérifie pour chacun d'eux les emails correspondants ou pas, et pour le corriger en automatique. Donc vous pourrez aller sur crossbordertraining.com/fname firstname.sql. Donc là vous allez avoir le dictionnaire de tous les prénoms qui existent. Et après vous utilisez le script firstnamechecker.php.html que vous exécutez, qui va automatiquement scanner toute votre base Harvester pour modifier en cas de mauvais prénom qui se trouvait devant le arrobase. Donc, ne contactez pas Sylvia @ quelque chose au nom de Chun-Li. C'est Sylvia. Alors jusqu'à présent, je vous ai montré comment contrôler les emails avant d'envoyer. Comme ça, vous pouvez déjà sabrer une grande partie des mauvais emails. Ce n'est jamais bon de d'envoyer 100 000 emails avec 20 000 bounce rates, 20% de bounce rate. Et pourtant, si vous aspirez des emails à droite et à gauche, vous allez avoir un très grand nombre de bounce rates parce que les emails ne sont plus valides. Je fais un vieux mélange français-anglais. Donc, je vous ai expliqué comment contrôler vos emails avant d'envoyer. Maintenant, on va voir comment contrôler après. Parce que vous allez pouvoir sabrer une bonne partie des emails qui sont pas bons, mais il restera plein d'emails où la personne a changé de société, le nom de domaine, si le nom de domaine n'existe plus, normalement il est déjà dégagé, mais s'il a changé de société, ou si sa boîte est en overquota, ou si tout simplement il ne s'y connecte plus depuis 2 ans et donc les mails n'existent plus, vous ne pouvez pas le savoir avant d'avoir envoyé. Mais une fois que vous avez envoyé l'email, vous recevez vous avez déjà reçu ça plein de fois, des mails delivery de la part de Yahoo, de Gmail. On appelle ça des bounce. Donc les mails démon. Donc vous recevez ce genre d'email et là normalement vous devez les traiter pour retirer de la liste les emails non conformes. Alors Infinity Responder fait ça très bien. Vous donnez juste les accès de la messagerie, vous donnez juste les accès pop, hein, et ça va tout récupérer pour vous, ça va trier pour vous et ça va rajouter dans la liste des emails à ne pas contacter, ça va supprimer de la liste, ça va mettre dans la blacklist les emails les plus contactés. Et en plus, ça vous supprimera les bounce en automatique. Et ça vous dégagera aussi en automatique tous les nous sommes partis en congé, ou nous sommes en congé maternité, ou nous nous trouvons en enfer, ou nous avons bien reçu votre message, merci. Ou tout genre de messages, ça va vous les dégager pour que vous ne gardiez plus que les vrais messages intéressants, que les vraies réponses. Alors, une chose, il faut toujours, quand vous écrivez à quelqu'un, si vous écrivez à nicolasdupont@yahoo.com, n'écrivez pas à nicolasdupont@yahoo.com, écrivez à nicolasdupont@yahoo.com. Ça vous dit peut-être rien parce que quand vous utilisez Yahoo, quand vous utilisez Gmail, vous écrivez juste l'adresse email, mais bon, Yahoo et Gmail a une telle réputation que ça passe. Mais quand vous utilisez un serveur de mail pour envoyer massivement, vous avez intérêt à faire tout de manière nickel. Et donc vous devez attribuer un prénom à la personne, un prénom ou non prénom, bon, juste le prénom déjà, c'est le minimum, pour le contacter. Comment on fait ça? Vous mettez le prénom entre guillemets, espace, crochet ouvrant, l'adresse email, crochet fermant. C'est la façon d'écrire sur internet. D'ailleurs, vous-même quand vous créez votre carnet d'adresses sur Yahoo et sur Google, c'est ce qu'ils font naturellement. Ils vous les mettent comme ça après à ce format là, ça vous faites pas attention parce que vous faites pas attention, mais c'est le format que Google et Yahoo met par défaut, c'est le format que vous devez utiliser. Autre chose, quand vous écrivez des mails, que vous utilisez des outils de newsletter ou peu importe l'outil, n'intégrez jamais de JavaScript, n'intégrez jamais de CSS, évitez les images. Mais en tout cas, le CSS et le JavaScript, ne le mettez pas parce que le navigateur qui lira le mail ne l'interprétera pas. Pourquoi? Parce que si jamais vous commenciez à intégrer vos propres JavaScript, si vous commencez à intégrer vos propres CSS, et que vous envoyez un email dans Gmail, eh bien, le CSS que vous intégreriez pourrait casser Gmail. Le JavaScript que vous intégreriez pourrait casser Gmail.
Donc Gmail refuse, enfin tous les browsers quels qu'ils soient refusent dégagent automatiquement, systématiquement le CSS et le JavaScript. Donc ça sert à rien de le mettre, ça s'affichera pas. Donc utiliser du HTML 1.0, des style color directement dans le texte, ça va fonctionner, mais pas de CSS. Éviter les images. Pourquoi éviter les images? Bien parce que quand vous écrivez à vos parents, quand vous écrivez à vos collègues, quand vous écrivez à vos clients, spécifiquement à un client, vous ne rajoutez pas d'image, vous ne mettez pas peut-être à un client vous allez peut-être rajouter un logo, mais encore que normalement vous écrivez un texte pur et dur, un simple texte. Quand les gens s'écrivent entre eux, ils s'écrivent de simples textes. S'ils rajoutent une image, ils le mettent en pièce jointe, mais ils ne le mettent pas dans le corps du mail. Donc si vous mettez des images, tout de suite vous allez passer en mode spam. Vous avez beaucoup plus de chances de passer en spam. Alors, utilisez bien entendu des titres personnalisés. Essayez à chaque fois de faire un titre très spécifique, comme si vous avez le nom de domaine de la société, que vous cherchez un partenariat, dites bonjour, dites partenariat entre la compagnie, votre compagnie et le nom de domaine de la société que vous contactez, ou le nom de la société. Mais mettez un titre où la personne se sentira concernée. Si ça passe pas, si vous vendez des parfums, typiquement vous n'allez pas dire je vends des parfums parce que votre site internet c'est tartampion.com. Ça n'a aucun rapport, donc vous ne pouvez pas l'utiliser. Par contre, ce que vous pouvez dire, c'est que vous faites une réduction sur les parfums livrés dans la ville. Ça, la ville, c'est facile, et au moins la personne se sent concernée. C'est ma ville. Au moins, elle va dire c'est quand même ciblé. Essayez toujours de cibler, de faire un emailing qui correspond à à la personne qui reçoit le mail. Alors, maintenant, on va commencer la formation sur l'installation du répondeur Infinity. Donc, plutôt que de prendre la version officielle de Infinity, je vous invite plus à prendre la version. Vous pouvez prendre la version officielle, il n'y a pas de souci, mais je vous invite plus à prendre celle-ci, parce que dans celle-ci, il y a déjà les scripts de vérification des emails, pour voir si ce ne sont pas des spam traps, si les emails sont bons avant même d'envoyer. Et en plus, celui-ci a un système, j'ai rajouté tout un système de champs qui n'est pas dans la version originale. Ça fait qu'on peut importer des champs, pour importer les noms, les prénoms, alors que dans la version classique de Infinity, c'est juste les adresses email en vrac, ce qui est un peu violent. Si on veut personnaliser, on peut pas importer les emails en vrac. Donc j'ai complètement remodifié le système d'importation. Donc cette version est à mon sens meilleure. Donc prenez la version sur crossbordertuning.com/infinity.zip. Alors une fois que vous avez ça, vous allez avoir besoin. Qu'est-ce que vous allez avoir besoin pour installer Infinity? Vous allez avoir besoin de PHP bien entendu, de MySQL bien entendu, et d'un cron tab. Donc même si techniquement vous pouvez installer le système sur EasyPHP avec un serveur SMTP, vous n'aurez pas le cron table, vous n'aurez pas les crons, les appels automatiques. Vous pouvez, oui il est vrai, vous pouvez vous débrouiller avec les tâches programmées de Windows. Techniquement c'est faisable, mais je le déconseille, ça devient quand même très compliqué. Je vous recommande vraiment de passer sur un serveur mutualisé, c'est suffisant. Un serveur dédié, c'est mieux. Alors, pour installer la base de données, il faut d'abord créer une base qui s'appelle Infinity. Il faut que vous la créez, le système ne la créera pas pour vous. Donc vous créez la base de données, c'est très classique. D'ailleurs, si vous achetez un nom de domaine, votre provider vous l'aura créé par défaut. Si vous ne l'achetez pas, si vous achetez même si vous l'avez sur votre serveur dédié, quand vous allez paramétrer votre
votre espace web, normalement il doit le créer pour vous. Si c'est pas fait, eh bien vous allez sur phpMyAdmin et vous le créez. Donc une fois que c'est créé, vous avez rapatrié le répertoire. Et là, alors là vous avez les accès MySQL, donc localhost, user, donc vous remplacez par votre user, votre mot de passe, la base de données qui est Infinity ou qui est celle que vous voulez, hein, vous avez pu créer autre chose. Si jamais vous voulez utiliser du SMTP, si jamais vous voulez utiliser Manduil, vous switchez le SMTP active égale 0, vous le mettez en 1 et ça passera en actif. Vous mettez vos accès de Manduil ou de n'importe quelle plateforme SMTP, hein, et ça se connectera à la plateforme de SMTP pour envoyer les mails. Sinon, donc Manduil, on va voir un peu comment créer un compte. Donc Manduil, manduil.com, sign up. Donc vous tapez votre adresse email, votre mot de passe. Donc vous créez votre compte, voilà, vous avez votre compte créé. Donc on vous demande c'est pour quel secteur, éducation, c'est pour vous êtes un marketeur, combien d'employés. Donc vous expliquez un peu tout ce que vous faites. Donc voilà, là vous allez sur SMTP, get the SMTP credential, et là on va vous donner des accès directement. Vous avez créé un compte, c'est un compte gratuit, hein. Donc vous avez les accès, vous pouvez récupérer la clé API, donc demander une clé API. Maintenant il ne reste plus qu'à paramétrer les retours de mail, les bounce rates. En fait, quand vous envoyez des mails via Manduil, c'est pas votre email qui est utilisé, c'est l'email, enfin sauf si vous paramétrez comme tel. Mais normalement c'est l'email de manduilapps.com qui est utilisé. Ce qui fait que c'est eux qui reçoivent les bounces. Or, en recevant les bounces, eux ils vont les traiter, il n'y a pas de souci. Mais vous, si vous voulez les traiter plus tard, enfin si vous voulez aussi les traiter pour retirer vos mauvais emails, il faut que vous ayez un accès dessus. Donc ici, dans Sending Option, vous pouvez traiter tous les bounces en les faisant rediriger sur une adresse bien spécifique. Donc vous créez une adresse bounce at cross-border training et vous la placez dessus et voilà, tous les emails de bounce vont être redirigés dessus. Attention, tant qu'à faire, ne mettez pas votre adresse principale, hein, parce que tous les bounces, c'est pas hyper intéressant, c'est plein d'informations de robots qui vous répondent, ils vous disent cette adresse n'existe plus, cette adresse n'existe plus. Donc surtout ne pointez pas sur ça sur votre adresse mail principale, parce que ça va inonder votre messagerie pour pas grand chose. Donc c'est ici. Alors, au niveau des SPF, je ne sais pas si vous savez ce qu'est un SPF, la définition exacte. Bon, le SPF, c'est ce qui permet de dire cette adresse IP a le droit d'envoyer des emails. Or, ici, comme vous utilisez Manduilapps, eh bien, c'est manduilapps.com qui envoie les emails, c'est pas vous. Donc, les SPF, vous vous en foutez, ça vous concerne pas. Par contre, si vous décidiez d'envoyer en votre nom, non pas en tant que manduilapps.com, là, vous auriez besoin de paramétrer les SPF. Donc, je vous rassure, Manduil va vous donner les informations, qu'est-ce qu'il faut mettre dans les DNS au niveau des SPF, mais même si vous ne savez pas comment faire, même si vous ne savez pas comment paramétrer, il y a des dizaines de plateformes SPF qui vont faire pour vous. Bon, en soi, si vous gardez la configuration par défaut, vous n'avez rien à faire, car c'est pas vous qui en va envoyer, c'est manduilapps.com qui envoie pour vous. Donc comme je disais, si jamais vous voulez quand même le faire, il y a des dizaines d'outils, des SPF Generator. Donc vous tapez SPF Generator sur Google, sur Yahoo, et là vous allez sur celui que j'aime bien, c'est spfwizard.net, qui est très bien, mais bon il y en a plein d'autres, hein. Prenez celui qui vous intéresse. Il va tout vous générer pour vous et vous faites un copier-coller en fait, donc vous emmerdez pas. Vous donnez juste les adresses IP que vous voulez qu'ils envoient et vous faites du copier-coller. Point barre. Alors maintenant comment installer ça? Là le script est un petit peu plus avancé. C'est au cas où vous auriez plusieurs comptes avec plusieurs adresses IP chez Manduil. Comme ça, en utilisant ce code, vous les mettez en rotation.
pour utiliser les différentes adresses IP pour envoyer. Vous pouvez également utiliser ça avec la version gratuite de Mandrill. Donc en les mettant en rotation, en mettant 3 comptes en rotation, au lieu d'avoir 12 000 emails gratuits, vous en avez 36 000. 36 000 emails gratuits, c'est sympa. En réalité, c'est pas super puissant parce que Mandrill, la version gratuite, passe dans les spams immédiatement. Je sais, je l'ai déjà testé. Il faut vraiment avoir une adresse IP propre pour que ça ne passe pas en spam. Donc ne gardez pas la version gratuite, elle n'est pas terrible. Mais bon. Donc vous avez mis à jour config.php, vous envoyez tout le répertoire Infinity sur votre serveur. Et voilà. Donc une fois que tout le répertoire est sur le serveur, il n'y a plus qu'à le paramétrer. Donc vous allez sur votre nom de domaine.com, le répertoire d'Infinity, donc ici c'est crossbordertraining.com/infinity, et vous allez sur admin.php. Donc là vous avez le système d'admin. Donc il vous demande il vous demande un peu tout ce que vous voulez. Mettez 50 mails par ping, hein, sinon ça va être sinon vous risquez de griller votre serveur. Votre serveur risque de ne pas tenir. Allez-y doucement au début. Vous pouvez aller plus fort après si vous voulez, mais au début allez-y doucement. Donc on va vous demander après à peu près tout quoi. Votre username, votre mot de passe, et voilà, le reste est configuré par défaut de manière correcte. Donc voilà, c'est installé, ça fonctionne, ça a été simple. Hein. C'est juste uploader le répertoire avec config.php dedans, et c'est tout. Donc vous êtes dessus, ça fonctionne, c'est cool. Donc maintenant il va falloir que vous installiez les cron tabs, c'est-à-dire les pings automatiques, les appels automatiques pour envoyer automatiquement les mails. Donc si vous n'avez jamais fait ça, sachez qu'il y a plein de serveurs de cron gratuits sur internet. Il y a onlinecrontab.com, il y a webcron.org, il y a onlinecronjob.com. Ils vont tous vous faire ça très bien. Vous dites toutes les 10 minutes vous m'appelez telle page et ça va marcher. Si vous avez un serveur dédié, vous pouvez aussi demander à votre serveur dédié de le faire. Il n'y a pas de souci, c'est le faire ça. Donc là par exemple, je suis sur mon serveur dédié. Donc la fonction sur le serveur dédié, c'est wget pour faire un appel web, wget, et l'URL. L'URL, pour moi, c'est http://crossbordertraining.com/infinity/sendmail.php. Bon, vous, ça va être votre domaine avec votre répertoire Infinity. Donc là, vous planifiez planification simple toutes les heures, par exemple, ou toutes les heures, c'est un peu léger, toutes les 10 minutes. Planifier toutes les 10 minutes, et voilà, ça partira. Toutes les 10 minutes, il y aura un appel, toutes les 10 minutes, les messages partiront. Avec 50 messages par minute, enfin par appel. Alors, maintenant il faut vérifier les mails qui reviennent, les bounce. Donc, pour le premier message, vous allez envoyer les emails. Vous avez déjà fait un filtre pour dégager les hard bounce ou tous les emails qui ressemblent pas à 10 emails. Vous allez envoyer un email après, mais vous allez quand même recevoir beaucoup de bounce. Mais donc tous ces bounce, vous allez devoir les traiter pour que au prochain emailing, vous ne fassiez plus de bounce. Donc c'est quoi le principe exactement? Le principe de traitement des bounce. Donc la première campagne, vous avez votre ordinateur. Vous avez votre ordinateur qui a 100 000 emails, vous envoyez 100 000 emails via le routeur, ou d'ailleurs routeur SMTP, que ce soit du SMTP ou que ce soit du PHP mail. Je recommande d'ailleurs PHP mail, c'est beaucoup moins cher, et c'est vraiment beaucoup moins cher, et vous risquez pas de le faire dégager, alors que SMTP vous risquez. Mais bon, c'est à vous de choisir la technologie, vous décidez. Hein. Donc vous envoyez 100 000 emails. Les serveurs comme QQ, comme Gmail, comme Yahoo, comme MSN, reçoivent tous ces emails. Et dedans, dans 100 000 emails, il y a 20 000 emails, on sait qu'ils sont erronés. Quand vous aspirez des emails sur Internet, à droite à gauche, sur les pages jaunes, sur les sites Internet, sur les Whois, vous allez avoir un taux de bounce hyper élevé. Donc vous savez par défaut que vous allez avoir un énorme retour de mails erronés.
Donc le fait que vous contactiez tous ces serveurs QQ, Gmail ou Yahoo avec énormément de mails erronés, vous avez des chances de vous faire dégager que vos mails arrivent en spam. Ok, c'est pas grave, vous envoyez quand même, ils vont arriver en spam, c'est triste, le premier essai va être pas super, mais au moins tous les bounce, même si QQ, même si Gmail dit les mails en spam, hein, ils vont quand même vous répondre, vous dire bon, cet email n'existe plus, cet email n'a jamais existé, cet email n'existe plus, cet email a la boîte pleine, cet email oui voilà, la boîte pleine, où ils vont vous indiquer toutes les erreurs, ils vont vous renvoyer les 20 000 erreurs, et donc voilà, 20% de rate, vous avez un risque élevé de spam, ils vous renvoient les 20 000 erreurs, les 20 000 mails erronés, votre serveur traite les 20 000, il les retire donc de la base de données. Comme ça, la prochaine fois, eh bien, vous ne les avez plus pour envoyer que 80 000 qui sont tous bons. Donc 10 jours plus tard ou un mois plus tard, si vous voulez faire, vous faites ça par mois, vous envoyez une nouvelle salve d'emails, donc vous envoyez 80 000 emails. Vous n'envoyez plus 100 000, vous en envoyez 80 000. Là, QQ Gmail reçoit tous les mails, ils sont propres, ils sont nickel. Il n'y a pas de bounce rate, donc c'est bon. Vous avez plus de chances de passer directement. Vous aurez encore des bounce. Vous allez quand même avoir 0,5% de bounce, mais 0,5% de bounce par rapport à 20%, c'est rien. Pourquoi? Parce que entre temps, en un mois, des gens ont rempli leur messagerie, des gens ont quitté la société, des gens ont fermé. Enfin, les emails sur internet, ça tourne. Donc vous allez encore avoir quelques bounces, mais beaucoup moins qu'avant. Donc voilà. Alors maintenant, comment est-ce qu'on vérifie les bounces? Bien, vous allez sur Bouncer, ici. Donc là, maintenant vous allez sur Bouncer, vous allez sur Regex Rule. Non, vous allez d'abord sur Add Bouncer. Donc là, vous êtes sur Add Bouncer, vous créez un nouveau bounce. Donc vous rappelez l'adresse email bounce@crossbordertraining.com qui a été utilisé sur Manuel, mais vous l'utilisez ici. Le username, c'est ce qu'il y a devant le arrobas, donc c'est bounce. Le host, c'est votre nom de domaine. Le mailbox en question, donc 99,9% des cas, c'est inbox. Donc laissez inbox. Vous mettez clear bounce, moi ça vous les dégage, et il reste plus dans la liste. Vous mettez votre mot de passe, enable, donc vous l'activez. Le port, ça va être votre serveur qui vous le donne. Dans 99% des cas, c'est 110, POP 3, et voilà. Donc c'est créé. Si jamais vous utilisez vos propres IP, vous ne passez pas par Manuel si vous utilisez vos propres IP, alors vous mettez également votre adresse email, car le retour de mail va arriver directement chez vous. Vous pourriez utiliser des reply to, mais je déconseille parce que ça fait très spammer. Quand vous écrivez avec un reply to, ça fait vraiment très spammer. Ça fait j'envoie un millier d'emails, je veux surtout pas recevoir les notifications doivent aller ailleurs, et moi je veux que les gens me répondent sur une autre adresse email. C'est que les spammers qui font ça. Donc si vous utilisez vos propres enfin c'est les spammers, ils ont une raison de faire ça. La raison est que ils ont deux raisons. D'abord, ils veulent séparer les bounces de leur messagerie perso. Donc c'est vrai, c'est bien. L'autre raison, c'est parce qu'ils utilisent des plateformes comme Manuel, comme Mailchimp, et donc quand ils envoient, c'est pas eux qui écrivent, mais c'est Mailchimp. Donc si les gens commencent à répondre à contact@Mailchimp, eh bien vous recevrez jamais l'email. Donc ils sont obligés de mettre des reply to, une adresse email différente. Mais dans les deux cas, ça fait très spammer. Dans les deux cas, quand vous écrivez à vos parents, vous n'allez pas mettre un reply to, vous n'allez pas utiliser une adresse tierce pour écrire. Vous allez utiliser votre adresse pour écrire, et les gens répondent à votre adresse.
Donc je déconseille d'utiliser des reply to, même si vous n'utilisez pas de reply to. De toute façon, Infinity va vous sabrer tous les bounces, va vous nettoyer la base. Donc il va vous nettoyer 99 et 98% des emails. Les 2% restants, vous pouvez les vérifier à la main. Enfin, c'est ce que je fais moi. Donc voilà, c'est fini au niveau des bounces. Ça fonctionne avec le croix en plus, ça va les dégager automatiquement. Alors, comment obtenir ces informations? Eh bien en fait, si vous êtes chez OVH, la plupart des hébergements mutualisés, ils vont vous donner directement ces informations là. Quand vous avez votre propre serveur dédié, vous allez du côté de Postfix. Dans votre serveur dédié, peu importe la configuration, vous allez du côté de Postfix, l'administration, et là ils vont vous donner toutes ces informations. Bon, déjà, c'est vous qui avez créé l'email, donc vous connaissez votre mot de passe et tout. Le port 110, c'est là-dessus que vous le verrez, mais dans 99% des cas, c'est le port 110, donc vous le savez, et puis c'est tout. Donc voilà, c'est ici là, typiquement, c'est ici que vous, dans Postfix et l'administration, que vous voyez le username, le mot de passe, le POP3 et toutes les infos. Alors maintenant, nous allons voir comment mettre en place un formulaire opt-in. Donc qu'est-ce que l'opt-in? L'opt-in, en règle générale, c'est quand les gens vous demandent, s'il vous plaît, écrivez-moi, envoyez-moi des mails, envoyez-moi des newsletters, j'accepte que vous m'écriviez, je suis content que vous m'écriviez. En règle générale, je trouve que c'est pas très utile parce que il n'y a pas grand monde qui vous sollicite pour recevoir des mails. Or, c'est tellement simple d'aller aspirer des pages jaunes, c'est tellement simple d'aller aspirer toutes les bases de données qui se trouvent en ligne que c'est mieux de contacter directement les gens que d'aspirer toutes les pages jaunes en Afrique, d'aspirer toutes les pages jaunes en Europe, d'aspirer les pages jaunes au Canada, en Australie, aux USA. Là, vous avez une énorme base de données. Et si vous attendez que ces gens viennent sur votre site et vous disent s'il vous plaît, écrivez-moi, c'est pas aussi efficace, hein, je vous le dis tout de suite. Mais bon, c'est quand même intéressant de voir les opt-in. Donc au niveau des opt-in, là dans Infinity, vous allez dans Add Responder. Là vous paramétrez le responder, vous expliquez le but du répondeur. Donc les gens vont s'inscrire à ce répondeur. Donc vous mettez un opt-in simple, vous n'allez pas non plus mettre un opt-in type double avec une double vérification. Bon, les gens s'inscrivent, ils sont contents. Si vous mettez une double vérification, déjà que vous n'avez pas grand monde qui va s'inscrire, si vous mettez une double vérification, vous aurez encore moins de personnes à s'inscrire. Donc vous mettez une simple vérification, vous mettez un titre et vous expliquez ce à quoi servira cette newsletter. Donc voilà. Après, vous mettez l'URL où vous allez être redirigé. Donc, les gens s'inscrivent pour voir une vidéo. Donc, vous mettez l'URL de la vidéo qu'ils verront ensuite. Et voilà, c'est terminé. Donc maintenant, vous allez vous sélectionnez le répondeur en haut. Vous voyez Be Informed of. Donc, vous pouvez cliquer sur Code It. Ici, Code It. Et vous avez le formulaire opt-in avec le nom, le prénom, l'email, les gens qui acceptent de recevoir du HTML ou non. Donc c'est bien, hein, mais le plus important sur Infinity, le plus important est de pouvoir injecter automatiquement la base d'email que vous avez aspirée sur les pages jaunes, partout sur internet. Donc vous avez une grosse base d'email, il faut que vous puissiez l'injecter directement dans Infinity pour qu'il soit envoyé en automatique. Donc comment importer votre base? Alors vous êtes sur Infinity. Surtout n'utilisez pas Add User ou Edit User. Pourquoi? Parce que si vous utilisez ça, vous allez les éditer un par un. Et si vous avez 200 000 emails à injecter un par un, on n'est pas couché. Donc n'utilisez pas ça, utilisez le Bulk Add. Donc Bulk Add. Ici,
Alors ici j'ai complètement modifié le script, hein. J'ai le script d'origine permettait uniquement d'envoyer, vous voyez, John at do.org, Jan at metarzan, Lois at lane.net. Si vous mettez ça comme ça avec un email, une virgule, un email, une virgule, un email, une virgule, ça va fonctionner. Sauf que vous importez que des emails, et c'est très mauvais d'importer que des emails. Pourquoi? Parce que déjà quand vous contactez les gens, il faut toujours les contacter par leur prénom. Il faut toujours envoyer un email et vous mettez le prénom devant avec l'email dans les balises crochet. Pourquoi? Parce que les filtres anti-spam n'apprécient pas quand on envoie des emails sans. Ça veut dire qu'on ne connaît pas la personne en fait. Si vous ne l'appelez pas par son prénom, c'est que vous ne connaissez pas la personne. Donc les filtres anti-spam vont être drastiques si vous ne mettez pas le prénom devant. Donc il faut injecter ça. Ensuite, vous faites ça comme ça, vous mettez l'email, pipe, c'est la touche, vous appuyez sur Shift, et la barre qui se trouve juste au-dessus de la touche Enter. Après vous mettez le prénom, après vous mettez le nom de famille, le numéro de téléphone, et après vous avez 3 champs, vous utilisez ces champs comme vous voulez, donc field 1, field 2, field 3, vous pouvez mettre le nom de domaine, le nom de la société, vous pouvez mettre les produits qui les intéressent, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Les champs qui vous intéressent pour personnaliser votre message. Et bon, vous cliquez HTML, comme ça ils acceptent le HTML, vous forcez l'acceptation du HTML, et vous importez votre fichier, tout simplement. Donc voilà. Oui. Donc on voit ça. Vous mettez l'email, ça c'est la solution 1, la solution par défaut, avec les emails les uns à la suite des autres, mais c'est vraiment pas ce qu'on recommande. Nous, on recommande de mettre l'email slash le prénom slash le nom de famille slash le numéro de téléphone slash 3 champs au hasard, enfin pas au hasard, 3 champs les 3 champs qui vous intéressent pour pouvoir paramétrer votre email après. Typiquement, Hello Nicolas, I saw your domain solarpanel.com. Do you still work for Solaris? Donc le champ 1, le field 1 serait solarpanel.com, le field 2 ça va être la compagnie, et le field 3 ça va être le numéro de téléphone. Can I call you at? Donc de cette manière, vous pouvez générer un email très spécifique pour Nicolas qui travaille pour Solaris. Donc voilà. Maintenant, eh bien, il faut créer la séquence de mails. Donc vous allez sur Edit Responder. Là, vous allez pouvoir mettre toute une séquence de mails sur plusieurs emails consécutifs. Ils vont partir à 10 jours, 20 jours d'intervalle. Donc voilà. Donc oui. Là, vous pouvez l'éditer. C'est la séquence qu'on a prévue auparavant avec le code en fait. Le formulaire opt-in, qui n'est plus opt-in parce qu'on les a injectés en automatique, mais théoriquement il est opt-in. Donc vous pouvez le modifier, vous l'avez ici. Donc là vous mettez le titre, toutes les informations relatives à votre email, et vous validez Add a new message. Voilà. Donc au niveau des messages, il y a différents tags. Donc dans le titre, vous essayez de nommer les gens, vous essayez d'avoir un titre qui est le plus personnalisé possible. Donc hello Nicolas, donc bonjour Nicolas, how was your current affair? Donc typiquement ça c'est un mail que j'ai envoyé je sais pas si vous avez déjà entendu parler de la foire de Canton. Donc c'est un mail que j'ai envoyé à tous les membres de la foire de Canton. Donc je les ai appelés par leur prénom et je leur ai proposé les services de cross-border training, de cross-border training. Donc voilà typiquement comment c'est fait. Donc le titre hello avec le prénom, comme ça la personne sent que c'est pour lui. Comment était ta foire de Canton? Bon, le gars il sort de la foire de Canton. Tu l'appelles par son prénom, il sort de la foire de Canton, il voit un message qui lui parle de la foire de Canton. Il y a 90% de chances qu'il lise le message. Après hello, le first name, I hope you have been, un blabla qui présente votre activité, et dedans vous voyez dans la deuxième partie, je vais aller en bas comme ça vous voyez le haut et le bas du message. For more information about the training lesson provided,
I suggest you to you check our lesson program here, crossbordertraining.com/b2b/confincome.html. Alors le confincome.html, malheureusement Infinity n'avait pas les trois variables, ne permettait pas d'injecter des variables par défaut. Ce fait que j'ai utilisé des variables qui existaient déjà, et j'ai utilisé la variable income, qui était une variable qui existait. Donc on réutilise la variable income pour le champ 1 par exemple. Et donc en fait, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je mets une variable dans l'URL? C'est parce que cette variable sert de tracker. Quand les gens vont cliquer là-dessus, vont cliquer sur le b2b/ quelque chose.html, le quelque chose est un identifiant, un identifiant encrypté pour que votre serveur détecte qui a cliqué et puisse savoir qui c'est, quelle est son adresse IP, quand il revient, quelle page il consulte, combien de temps il reste, combien de pages il voit, pour savoir tout ce qui se passe sur le serveur. Donc quand ce Nicolas, je crois que je l'appelle Nicolas, mais bon, quand cette personne revient, on sait qui c'est, on connaît son numéro de téléphone, on sait qu'il est sur la page de PowerPoint à l'instant T. On prend le téléphone, on l'appelle, on dit bonjour, vous êtes sur la PowerPoint de Cross-Border Training, est-ce que ça vous intéresse de savoir plus d'informations sur blablabla? Et là vous jouez au commercial. Donc vous faites exactement la même chose. Vous vendez des chaussures, et bien vous avez quelqu'un qui est sur votre site en train de consulter les chaussures. Vous lui passez un coup de téléphone, vous lui dites qu'est-ce qui vous intéresse exactement? C'est plus des chaussures bateau, c'est plus. Et vous jouez au commercial. Donc ici le sujet personnalisé que tout le monde lira. Là vous mettez le prénom de la personne. Vous mettez le tracker qui va permettre de traquer l'IP. Et vous mettez un lien de désinscription. C'est mieux de mettre le lien de désinscription parce que les gens ne cliqueront moins sur spam si vous mettez le lien de désinscription. Alors tout en haut vous avez tag reference. Je vous invite à jeter un coup d'œil. Dessus vous allez avoir tous les tags qui existent. Donc voici tous les tags. Alors en fait c'est simple. Tous les tags en rouge sont les tags que vous pouvez utiliser si vous avez importé les contacts en automatique. C'est tous ces tags vont être pré-remplis en automatique. Et dedans vous avez le CF Home Phone qui est le CF Home Phone qui est le numéro de téléphone, le CF Reason qui est le field 1 en fait, le CF Income qui est le field 2, le CF Interest qui est le field 3. Donc le champ 1, champ 2, champ 3, les trois champs qui sont personnalisables, on les retrouve ici. CF Reason, CF Income et CF Interest. Donc vous utilisez ces variables et ça va personnaliser votre message. Et donc tous les variables qui sont en blanc, ce sont des variables opt-in si la personne a créé lui-même son compte. Comme a priori les gens ne le feront pas, je vous déconseille de les utiliser. Sinon ça va faire du blanc dans le message et ça va pas marcher. Donc si vous avez fait une jolie campagne très opt-in où les gens, vous n'avez aucun email qui a été rentré en automatique, vous pouvez les utiliser, mais vous n'allez pas avoir beaucoup de monde. Alors que si vous avez aspiré les pages jaunes dans votre secteur d'activité, là vous allez avoir énormément de gens, et donc vous allez pouvoir utiliser les variables rouges. Donc voilà, on arrive en bas. Donc là on doit planifier les séquences. Donc la première vous la mettez à 0. Pourquoi? Parce que c'est la première. Donc elle part tout de suite. Les suivantes vous les mettrez après 10 jours par exemple. Donc vous sauvegardez, voilà, le message est ajouté. Donc les messages commencent à partir, toutes les 10 minutes vous avez une salve de messages qui part. Donc les autres messages vous pouvez aller sur Add New Message. Donc là vous allez pouvoir ajouter un deuxième mail. Donc vous pouvez rajouter tous les mails que vous voulez. Est-ce que vous vous rappelez de la segmentation comportementale à travers OS Commerce ou PrestaShop? C'est ce slide là, je vous en parlais. Ah, c'est en anglais. Bon, c'est la version française. J'ai pas refait l'imprimer écran pour la version française, mais vous avez un slide sur la segmentation comportementale. Donc pour faire ça, eh bien vous allez créer un nouveau message. Donc add responder.
Donc là, vous créez la nouvelle campagne. Vous la créez. Elle est créée, voilà. Vous allez l'éditer. Donc, vous l'éditez, vous mettez le blabla qui vous intéresse. Avec bonjour, vous avez une promotion sur tel produit, est-ce que ça vous intéresse, elle est validée encore 5 jours, voici le code de promo. Hop, typiquement hello, first name, bon, bonjour Nicolas, c'est Alban Loriot de Your Domain, bon, c'est votre nom de votre domaine. Just check the history of your visit of... c'est mieux de... Vous pouvez dire bonjour, notre robot a détecté que vous vous êtes baladé partout. C'est pas très friendly, hein, de dire que notre robot vous suit la trace. Par contre, dire oh je vais me balader sur l'historique du site et je viens de voir que vous étiez très intéressé par ça, ça fait que vous êtes très concerné, vous regardez tout ce qui se passe sur le site et donc là vous pouvez lui écrire un mail, lui dire comme j'ai vu que vous étiez intéressé par tel produit, je me suis dit que ça pourrait vous intéresser d'avoir 5% de réduction sur ce produit. Et donc là vous mettez un code de promotion générique, hein. Vous mettez pas un code de promo spécifique pour le produit, vous mettez un code de promo de 5% qui fonctionne toute l'année, tout le temps, partout. Mais lui il sait pas, lui il croit que c'est un code promo qui est spécialement pour son produit et qui fonctionne que cette semaine. Donc vous lui envoyez ce message, retournez sur le site et faites-le. Donc le gars qui était intéressé par ces chaussures bateau beige, il reçoit un email disant j'ai vu que vous avez consulté quand même plusieurs fois cette page, vous êtes visiblement intéressé par cette page, je me suis dit je vais vous faire une petite promo dessus, allez voici le code promo, allez-y retournez, c'est super sympa, il est valide à une semaine. Le gars il y a quand même de fortes chances qu'il y retourne et qu'il achète votre paire de chaussures. Donc voilà, c'est créé. Vous créez un deuxième message juste après qui est censé partir 5 jours plus tard, et dans le message vous dites c'est encore moins, hein. Je vous rappelle que le code de promo de 5% se termine dans 2 jours, donc ce serait dommage de le rater, hein. Donc allez-y, profitez-en. On les valide tout le temps, mais c'est pas grave, lui il le sait pas, donc il va en profiter, c'est bien. Et là, vous mettez 5 jours après le premier email. Vous voyez le days 5. Voilà. Donc la séquence est prête. Maintenant, il faut l'intégrer à PrestaShop ou à WooCommerce. Donc vous pouvez aller sur www.crossborder-index_PrestaShop.html. Là, vous allez avoir le code source PHP à intégrer à votre site. Vous allez vous l'intégrer dans la page index. Donc voilà, PrestaShop, je vous rappelle à quoi ça ressemble PrestaShop. Et pour le WooCommerce, c'est pareil, vous allez sur www.crossbordertraining.com/product_info.html et là vous intégrez ça dans productinfo.php pour que ça communique avec votre Infinity, votre plateforme de mail. Et donc les gens, dès qu'ils font une action, s'ils consultent plusieurs fois le même produit, le système va le repérer et va le mettre directement dans la séquence de mail. Voilà le bout de code en question. Donc vous copiez-collez ça dans votre WooCommerce. Je vous rappelle, le WooCommerce, c'est ça. Ça c'est le WooCommerce par défaut. Alors maintenant, voyons voir les multi-adresses IP. Donc je vous ai parlé tout au début, je vous ai conseillé d'utiliser la fonction sendmail. Je vous ai expliqué comment paramétrer avec 32 adresses IP failover, 64 ou 256. Alors là, 256, vous y allez à la grande, hein. Vous mettez vraiment du très très costaud, mais c'est possible. Donc vous avez tous vos adresses IP et vous pouvez vous les dispatcher sur votre fichier sendmail.php. Voilà, oui, dans le fichier sendmail.php qui se trouve à la racine, si je me rappelle bien. C'est à la racine. Vous l'ouvrez, ça se trouve à la ligne 279. Donc si vous ne savez pas comment aller à la ligne 279, vous tapez CTRL-G sur votre outil, votre éditeur, c'est Context, c'est Site, c'est Notepad++. Il y a plein d'éditeurs de texte efficaces. J'aime bien Site parce qu'il
il est il fonctionne sur tous les caractères. Notepad++ c'est très bien, Contact c'est très bien. Voici les trois systèmes que j'utilise pour éditer du code. Donc vous allez à la ligne 279 et là vous allez rajouter le bout de code que je vais vous montrer à la page suivante. C'est juste avant le message header. Vous rajoutez ceci. Vous rajoutez subdomain école. Alors là vous mettez tous les noms de domaine. Là typiquement c'était un de mes clients. Donc je l'ai pris pour lui une dizaine de noms de domaine. Je l'ai créé une dizaine de mails. Là je n'ai pas utilisé des sous-domaines, j'ai utilisé des vrais mails. Pourquoi? Parce que ça passe mieux quand on reçoit un mail de la part de news ou de contact at parfumseduction.com. Ça passe mieux les filtres anti-spam de Google et Yahoo que quand on écrit de la part de news quand on écrit de la part d'un sous-domaine. Donc j'ai préféré paramétrer plein de noms de domaines différents qui écrivent. Ça fait quand on écrit comme ça avec 10 noms de domaine sur 10 adresses IP différentes, ça fait un peu comme si c'était 10 sociétés différentes qui écrivaient. Ça fait même tout à fait 10 sociétés différentes. 10 noms de domaine qui écrivent, avec 10 adresses IP différentes qui leur sont chacune attribuées, avec chacune 10 signatures électroniques dans des hello names. Donc, pour les moteurs, pour les filtres anti-spam, c'est 10 sociétés différentes qui font 10 newsletters. Donc, ils sont 10 fois plus tolérantes. Tout simplement. Donc, vous copiez-collez ce bout de texte à la ligne 179. Et voilà, ça fonctionnera. Alors, je vais vous montrer un autre outil. Je vous ai parlé de Intersparse Email Marketing. Cet outil coûte la peau du cul, soyons clairs. Il coûte $1000 l'outil. Sauf qu'il y a une version craquée qui est trouvable sur internet, donc je vous l'ai mis à disposition. Donc vous pouvez utiliser la version craquée si vous le souhaitez. Ça c'est... Nous on est en Chine, on peut utiliser les versions craquées en Chine, il n'y a pas de souci. Les gens ne comprennent même pas, ils savent même pas que c'est payant en fait, parce que tout est gratuit en Chine. Mais c'est vrai qu'en France, vous décidez si vous voulez utiliser des versions craquées ou pas. Je mets à votre disposition une version craquée d'un outil qui est puissant. À vous de décider si vous l'utilisez ou pas. Donc voilà, ça coûte 1000 € pour 1000 postes, enfin pour 10 postes seulement. Donc c'est un outil qui est pas donné. Alors la version craquée, vous la trouverez sur ping.crossbordertuning.com/inspire_6.1.4.zip. Donc vous voyez c'est à l'écran. Et là vous allez directement récupérer la version craquée que vous pouvez uploader et voilà. Donc vous l'installez, c'est très simple. Vous dézippez, vous uploadez, vous mettez votre connexion, vous tapez votre connexion en MySQL, vos identifiants de connexion, et puis c'est tout. Voilà. Donc on a tapé les identifiants, la connexion MySQL, et c'est installé. Après, il n'y a plus qu'à se connecter sur l'admin. Vous êtes dans l'admin, vous pouvez importer vos contacts. Si vous avez des bases de 200 000, 300 000, cet outil est très puissant, mais remarque que ça doit bien passer en France. En Chine, ça bugouille parce que la connexion est un peu lente. Donc si au bout de 40 000 ça a bugué, bien ce que vous faites, c'est vous regardez quel est le dernier qui est entré, vous retournez sur votre fichier CSV et vous supprimez tout ce qui a déjà été rentré et vous réimportez juste le reste. Vous allez faire ça en 3 fois, ça va marcher, vous allez pouvoir importer 200 000 emails. C'est ce que j'ai fait, ça marche très bien. Donc voilà, vous créez votre liste. Je ne vous ai pas fait une présentation complète de cet outil, c'est vraiment instinctif. Donc je ne vous ai pas fait une présentation étape par étape parce qu'il n'y a pas grand chose. Tout fonctionne, tout fonctionne nickel du premier coup. Donc je vous laisse tester parce que les menus vous expliquent tout de manière très, très simple. Donc voilà, alors une chose, si vous utilisez, ce que je vous recommande, si vous utilisez vos adresses IP failover
le système n'est pas fait pour changer automatiquement les IP failover. Donc comment changer ça? Vous allez sur le répertoire admin, com, ext, interspar email, et là le fichier email.php, c'est ce fichier là très particulier que vous devez changer. Et dedans, vous copiez-collez ce bout de code juste avant les deux appels mail. Il y a deux fonctions mail, ce sont les deux fois les mêmes, mais oui, vous faites un rechercher dans ce fichier, vous utilisez CTRL F pour faire rechercher, mail, mail, vous allez trouver la fonction mail. Vous rajoutez le code suivant, qui est exactement le même code qui a été utilisé, pour Infinity, à la différence que ici, le nom de l'entête c'est header et non pas je sais plus quoi. Donc la seule différence c'est le nom de la variable qui est le header qui change, c'est tout. Donc vous copiez-collez ça avec vos emails bien sûr, et là ça va changer en automatique tous les emails pour les envoyer. Donc à chaque fois que ça enverra un email, ça enverra de la part de news@parfumseduction.com avec l'adresse IP de news@parfumseduction.com avec sa propre signature électronique. Ou alors ça prend news@parfumreduc.com avec l'IP de Parfum Reduc et sa propre signature. Ou alors ça prend news@bonplanparfum, etc. etc. Ce qui fait qu'à chaque fois, ça écrit de la part d'un autre nom de domaine sur une autre adresse IP avec une autre signature postfixe. Donc les filtres anti-spam ne voient rien du tout. Vous faites ça avec une trentaine de noms de domaine et vous pouvez envoyer facile 30 000 emails par jour. Je considère que oui, une adresse IP peut envoyer 1000 emails par jour.